Aujourd'hui, plus besoin de raser les murs pour aller chez sa voyante. On échangerait plutôt les adresses. La croyance au paranormal est un marché très florissant parce que les vieux mythes ont la vie dure. Quand dans les années 80 on demande aux Français si le soleil tourne autour de la Terre, ils sont encore 30% à répondre oui, et tous ne sont pas des ignorants. J'ai voulu ce film comme une balade dans la France de l'irrationnel, pour essayer de comprendre. Un dialogue à distance entre croyants et sceptiques, pour que naisse une parole intelligente, dédramatisée. Faire les expériences. Dire c'est bien, faire c'est mieux. Imaginons vous êtes chez vous et puis le guéridon, il commence à craquer un petit peu, à bouger dans tous les sens. Bon, à ce moment-là, c'est pas la peine de cavaler par la porte ou par la fenêtre. Il faut se dire, bon, mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe, on va faire l'expérience. Mais au lieu de poser la question « Esprit, es-tu là ?», on va rajouter un tout petit adjectif, diapositive suivante, et on va poser la question comme ceci « Esprit critique, es-tu là ?» Et vous verrez que peut-être le guéridon, il n'aura pas tout à fait le même comportement. Quand on est face à un phénomène paranormal, il faut se poser la question « Est-ce qu'il existe une alternative ?» C'est-à-dire, est-ce que je peux, face à ce phénomène, le reproduire d'une manière quelconque, mais naturelle, physique, chimique, mathématique, psychologique, peu importe. Est-ce que je peux le reproduire? Si je peux le reproduire, sous la réserve que ce soit dans les mêmes conditions, avec les mêmes caractéristiques, et il faut qu'on reproduise exactement le même phénomène, alors l'hypothèse surnaturelle, miraculeuse, elle est superflue. Ça veut dire qu'il faut à ce moment-là choisir l'hypothèse la plus simple, c'est l'hypothèse naturelle, et continuer les recherches sur ce phénomène de manière à essayer de comprendre comment il fonctionne réellement. Être sceptique, être scientifique, ça n'empêche pas d'aimer le merveilleux. Ah non, à mon avis, au contraire. Je pense que vraiment, par exemple, en tant que physicien, on ne peut que s'émerveiller quand on va découvrir l'atome, la constitution et tout. C'est fabuleux, il y a une poésie vraiment titanesque dans la science. Je pense de toute manière, franchement, qu'on ne peut pas être scientifique si on n'a pas une imagination un peu débordante. Je ne dis pas délirante, hein, mais un peu débordante. L'imagination, c'est une composante vraiment fondamentale de la recherche. Ce que vous appelez paranormal, si je veux dire l'extraordinaire, les scientifiques, ils vivent avec ça tout le temps. Le nombre de phénomènes fabuleux qui ont été découverts dans l'univers avec les instruments modernes, où les gens ne savent pas, et ce sont des choses extraordinaires. Hein, vous avez des nébuleuses qui rentrent l'une dans l'autre, puis il y a des types qui ont des théories d'après lesquelles les trous noirs disparaissent petit à petit. C'est le merveilleux, ça. La perception première qu'ont les gens, c'est « Ah, vous êtes contre ». Donc on a une connotation négative, on est contre quelque chose. Non, on n'est pas contre quelque chose, on est pour quelque chose. On est pour la science, on est pour un esprit critique, on est pour le développement, pour la popularisation de la science, on est pour une étude objective de ces phénomènes. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas comme ça qu'on est présenté. On est ceux qui sont contre la réalité des phénomènes paranormaux, ce qui ne veut rien dire. Hein, le paranormal existe-t-il? On ne peut pas répondre à cette question. Parce que si on répond non, peut-être que demain, il y a une manip qui va montrer qu'effectivement, il y a un phénomène paranormal qui existe. Ce qu'on peut dire, c'est jusqu'à plus ample informé, à l'heure actuelle, où que ce soit dans le monde, quand les manips ont été faites par des labos scientifiques sérieux, il n'y a jamais eu de résultat positif. Voilà ce qu'on peut dire. Mais on présuppose. Chaque clou de fakir. Tout y passe, et rien ne semble échapper à leur sagacité. La compréhension des probabilités, c'est quelque chose de fondamental. Une chose qu'il faut apprendre aux enfants dès l'âge de 8 ans. Hein, les lois du hasard. Parce que c'est quelque chose... Notre vie est entourée de hasard. Et une fois qu'on a éliminé les hasards, là, on peut discuter des phénomènes réels qui nous interpellent. Si vous prenez un groupe de 60 personnes, vous faites discuter les gens entre eux, et puis vous vous rendez compte que la probabilité d'avoir au moins 2 personnes nées le même jour
pour 60 personnes, pas plus, hein, n'oublions pas, 365 jours dans l'année, la probabilité, elle est plus de 99 chances sur 100, 99,41 de mémoire. C'est-à-dire que vous avez quasiment la certitude qu'il y a au moins 2 personnes dans ce groupe de 60 personnes nées le même jour dans l'année. Et ça, c'est fabuleux. Et on voit bien que quand ça va se produire, « Ah, mais c'est incroyable, comment, regardez, moi aussi, je suis né ce jour-là et tout. » On va dire c'est fabuleux, c'est le destin, c'est un événement paranormal. Finalement, peut-être que toutes ces histoires d'amour qui se sont créées à partir de ce genre de coïncidences, vous n'avez pas peur de casser un petit peu le rêve? Non, on ne casse pas le rêve, parce que c'est un bon moyen de rencontre, évidemment. Quand, je suis même OK, on va demander le signe, de quel signe vous êtes, charmante demoiselle, et puis, ah, tiens, c'est le même que moi, ou ça se marie bien avec le mien, etc. Bon, c'est toujours un bon moyen d'approche. Et donc, il ne faut pas vouloir enlever tout ce qui sert, disons, dans les relations sociales, le tissu social. C'est comme la voyante dans le petit village, qui va avoir un rôle bénéfique, parce que des gens vont aller la voir pour se faire soigner, entre guillemets, soigner les maux de l'âme. Ils n'iront pas voir un psychologue, ils n'iront pas voir un psychiatre, mais ils iront voir la voyante parce qu'elle est du village, elle les connaît et tout. Donc finalement, il y a une fonction sociale, il y a une utilité sociale. Ce qu'il faut combattre, c'est les excès et les dérives qu'on peut voir au niveau de certains médias, de certains journaux, etc. Car alors là, ça devient vraiment la grosse cavalerie, quoi. Toulouse. Nous sommes venus rencontrer un des personnages clés du débat, Yves Lignon. Auteur de nombreux ouvrages, fondateur d'un laboratoire, il défend farouchement l'hypothèse de la parapsychologie, c'est-à-dire les phénomènes paranormaux qui mettent directement en jeu l'intervention de l'homme, comme la télépathie, la voyance ou encore les guérisseurs. Moi, je suis d'accord avec Henri Brock quand il dit que le droit au rêve impose le devoir de vigilance. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, mais la vigilance, ça ne veut pas dire l'interdit, ça ne veut pas dire le tabou. Pour les sceptiques, la simple possibilité du parapsychologique, du phénomène parapsychologique, débouche sur une conception de l'être humain qu'ils refusent. Quelqu'un vous dit pourquoi vous ne croyez pas aux fantômes? Ça ne veut rien dire. On vient me demander à moi, scientifique, pourquoi je ne crois pas aux fantômes. Ce n'est pas la bonne question. Je n'ai pas à répondre à ces questions. Moi, je repose une autre question. Pourquoi vous croyez aux fantômes? Et c'est à vous qui y croyez de m'expliquer pourquoi vous y croyez et de m'amener la preuve que vous avez vu se manifester. Et quand on demande aux personnes, bon, vous y croyez? D'accord. Qu'est-ce que c'est qui pourrait vous faire changer d'avis? Et la personne vous répond, ah mais rien, moi j'en suis persuadé. Bon, là, c'est plus la peine de discuter. Je veux dire, ce sont des personnes qui sont fermées complètement. Donc la partie bornée et triquée, elle est vraiment du côté des tenants des pseudosciences, qui ne veulent absolument pas démordre de leur position, ce qui n'est pas du tout le cas des scientifiques. La science, par définition, c'est un processus autocorrectif de découverte. Ça veut dire que le scientifique, il se trompe. C'est normal, c'est son job, quoi. Le chercheur, sinon on l'appellerait le trouveur. Hein. On est chercheur, on n'est pas trouveur. Donc on cherche, on trompe, on recommence, etc. Et petit à petit, on espère quand même trouver quelque chose. Mais c'est le principe de base de la science, processus autocorrectif de découverte. Derrière la parapsychologie, on trouve l'affrontement, enfin pas éternel, mais depuis toujours, entre matérialisme et spiritualisme. Derrière la parapsychologie, on trouve la question, est-ce que l'être humain est seulement une mécanique biologique ou est-ce qu'il y a autre chose? En 25 ans, j'ai dû ouvrir 200 enquêtes sur les maisons hantées. À une dizaine de reprises, pas plus. Je me suis trouvé dans une situation où j'ai pensé que j'étais face à un phénomène scientifiquement nouveau ou inconnu. Il faut d'abord préciser que dans une affaire de maison hantée, quand le phénomène est authentiquement paranormal, ce qui veut dire à la fois authentique et inexpliqué, eh bien on trouve toujours une corrélation entre une situation psychologique et le phénomène physique lui-même. Grossièrement, ça tape dans le mur parce que quelqu'un est mal dans sa peau. Et on a constaté depuis longtemps que si on résout le problème de celui qui est mal dans sa peau, le phénomène physique cesse. Près de Montpellier, en 1988, donc il y a 14 ans, il y a eu le cas qui a donné lieu à beaucoup de polémiques. En l'occurrence, il ne fallait pas que ce soit parapsychologique. C'était interdit d'être parapsychologique, donc il a fallu trouver une autre explication. Et on a mis en cause la géologie, en disant, voilà, en réalité, c'était des infiltrations d'eau souterraine, quelque chose de classique, et ça n'a pas été détecté. Vaillocès, près de Montpellier.
Si le paranormal vous intéresse, vous finissez toujours par entendre parler de cette histoire et de l'intervention du professeur Yves Lignon. Chaque soir, après minuit, le gong de l'enfer, venant des profondeurs, faisait trembler les murs et les propriétaires. Et mes bons petits camarades sceptiques oublient une chose, c'est que si mon équipe est intervenue, à la demande de la gendarmerie d'ailleurs, c'est parce que les géologues avaient capitulé. Laurent Puech, un sceptique, a mené la contre-enquête, exhumant de nouvelles pièces des archives et notamment les rapports des géologues consignés par la gendarmerie. Le rapport de gendarmerie nous a appris que l'hypothèse géologique qui avait soi-disant été faite à l'arrivée des Lignon, elle avait en réalité été faite par un géologue qui est passé un soir et qui a écouté avec un verre contre la paroi un peu s'il entendait les sons, ce qu'il a pu entendre à diverses reprises. Mais il dit lui-même dans son PV d'audition qu'il n'a pas le matériel nécessaire et que ça ne lui permet pas de conclure. Et que notamment l'hypothèse géologique, elle n'est pas fermée par ça. Arpentant le terrain à la rencontre des témoins de l'affaire, Laurent Puech vérifie l'hypothèse naturelle qu'Yves Lignon avait écartée. Il s'appuie notamment sur les conclusions des géologues qui ont reproduit les bruits en descendant dans le puits de la maison. En amont de la maison de Vaillocès, on trouve un sol de ce type. On se trouve sur une zone de type de garrigue calcaire, donc essentiellement composée de calcaire. Et comme vous pouvez le voir, avec le temps, avec la pluie, avec l'érosion, c'est creusé, c'est devenu de la dentelle. Vous voyez, il y a de véritables trous, de véritables réseaux souterrains dans la roche. Et c'est un réseau de ce type, un véritable gruyère qui s'étend du haut de la montagne, qui surplombe la maison, jusqu'à la maison. Donc on imagine bien comment l'eau de pluie s'infiltre et puis suit des tracés aléatoires dans la roche. Aujourd'hui, il subsiste une certitude, déclare Yves Lignon dans un de ses livres. Le laboratoire de parapsychologie a quitté Vaillocès le 11 février 1988 et le fantôme en a fait autant. Plus aucune manifestation sonore inhabituelle n'a été signalée. J'ai écrit d'ailleurs qu'avec le groupe qui travaille avec moi, nous avions en quelque sorte réalisé un exorcisme scientifique. En fait, les bruits n'ont cessé que le 28 mars, selon le rapport des gendarmes. C'est la sécheresse qui en serait la cause, et non l'exorcisme scientifique du professeur Lignon. Les gens qui reprennent le dossier avec tous les éléments vont tous vers la conclusion de l'hypothèse géologique. L'hypothèse géologique quand même confirmée par quantité de faits. La pluviométrie, l'état du terrain, la construction de la maison, le fait qu'il y a eu des phénomènes du même type qui se sont produits dans une période rapprochée dans le Gard, le village de Poux, où a pu enquêter aussi Jean-Claude Gilly, hydrogéologue. Il a pu intervenir, mais là, il n'y avait pas eu la spirale médiatique qu'on a connue à Vaillocès. Donc il y a quantité de faits qui montrent qu'on est à peu près sûr que c'est l'hypothèse géologique. La maison de Vaillocès reste une curiosité dans la région. La morale de cette histoire, je l'ai trouvée en fait en rencontrant les nouveaux propriétaires. Car si cette maison fut un jour celle du diable, elle est devenue aujourd'hui la maison du bonheur. Cette maison, elle m'a plu par son cachet, elle m'a plu parce qu'elle nous permettait d'avoir tout ce que j'aime quand je veux. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Mais c'est un point de repère. Pour les amis, pour beaucoup de gens, y compris un peu loin. Quand on dit on habite Vaillocès et qu'ils nous disent on voudrait te voir et tout ça, comment on fait? Tu es déjà venu à Vaillocès? Oui, oui. La maison, tu connais? Bon, et ben voilà, t'es y es. C'est bon. C'est chez nous. Et donc vous, après, vous avez ressenti des phénomènes? Non. 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 Non, plus rien. Non, non. Si, un grand bonheur parce que cette maison était à nous. Ne vous faites pas d'illusions, les physiciens, il leur arrive de se tromper et de prendre les vessies pour des lanternes. Surtout quand la vessie, c'est quelque chose de prévu par la théorie, de rechercher. Et si, à cause d'un accident dû à la statistique, à la bonne ou la mauvaise chance, vous observez quelque chose d'anormal, vous avez une tendance à vous exciter. Je suis férocement et intégristement statisticien et donc au-delà mathématicien. Un statisticien, c'est quelqu'un qui tranche entre deux hypothèses, mais qui n'interprète pas. Un statisticien, c'est quelqu'un qui trouve une information
mais qui ne va pas connaître le sens de cette information. Ces statistiques, on leur fait dire un peu n'importe quoi. Tenez, par exemple, un paradoxe. En Alsace, il a été établi que le nombre de cigognes augmentait proportionnellement au nombre d'habitants. Mais il se trouve que quand on fait le graphique, on obtient un nuage de points assez resserré, qui s'appelle une corrélation positive, qui montre que c'est une certitude expérimentale, il n'y a pas d'astuce, là, il n'y a pas d'arnaque, c'est vrai, on a un lien manifeste entre les deux variables, le nombre d'habitants et le nombre de cigognes. Est-ce que vous avez le droit, diapositive suivante, de conclure ce qui suit? Donc ça, c'est un effet cigogne. Ça veut dire qu'on confond une corrélation et une causalité. Une corrélation, c'est un lien entre deux variables. Oui, il y a un lien statistique entre les deux variables. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. La causalité, elle est autre. Si le nombre d'habitants augmente, le nombre de maisons augmente. Si le nombre de maisons augmente, eh bien le nombre de cheminées augmente. Si le nombre de cheminées augmente, eh bien le nombre de possibilités de nidification pour les cigognes augmente. Donc elles viennent de plus nombreuses. Et donc on en voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'un esprit critique, eh bien, il va tourner à vide s'il n'est pas suffisamment informé et informé objectivement. Donc nous, on essaie de lutter entre guillemets bien sûr, pour la diffusion de l'information. C'est-à-dire voilà, vous avez l'information à disposition. Maintenant, vous choisissez, c'est vous qui décidez, mais vous avez les deux facettes. Mais vous pouvez décider au moins en toute connaissance de cause. Ça, c'est vraiment le point important. Il faut que les gens aient toute l'information. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous désirez? Je voudrais 2 steaks, s'il vous plaît, pas trop pépère en fait. Assez fort. La croyance dans les pouvoirs des guérisseurs est la plus fréquente chez les Français. Dans les livres spécialisés, on nous apprend à reconnaître un fluide et à le tester. Pour cela, il faut disposer d'un steak et réussir à le momifier en imposant les mains. J'ai donc demandé au très sceptique Paul-Éric Blanc-Rue la recette de ce mystère. Voilà, très bien, merci. Vous désirez autre chose? Non. Merci. C'est-à-dire que les magnétiseurs prétendent avoir un pouvoir et dégager des ondes qui en général leur viennent, on ne sait pas d'où, mais enfin qui se transmettent par les mains, en tout cas qui sortent de leurs mains et de leur corps. Alors on ne les voit pas ces ondes, mais ils ont la capacité, soi-disant, comme preuve de leur pouvoir, de magnétiser ou de momifier des steaks ou des fruits. Alors ils font ça avec des citrons ou des oranges. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est naturellement avec un steak, parce que là c'est de la chair. Et donc ça engendre l'idée chez la personne qui croit au magnétiseur qu'ils ont le pouvoir d'arrêter la cadavérisation ou d'arrêter le pourrissement de quelque chose. C'est très important pour quelqu'un qui est malade, par exemple, qui a une tumeur ou qui a une maladie grave. Il peut penser que le magnétiseur est capable d'arrêter la tumeur de proliférer. Voilà, alors on va essayer avec un steak pour voir si on arrive à le momifier, parce que le but du jeu, c'est d'arriver à avoir ça. Alors on ne l'aura pas naturellement en quelques heures, ni même en quelques jours, parce que là, ça a quand même plusieurs années. C'est un steak qui date de... C'est un steak qui a quelques années, qui est quasiment un document archéologique maintenant. Il doit avoir 4-5 ans. Et alors c'est quasiment du bois. Vous l'avez fait dans quelles conditions? Je l'ai fait chez moi, dans ma cuisine, avec un steak qui était à peu chose près aussi grand que ça. Voilà, donc ça rétrécit naturellement. Hein. Voilà, il rétrécit et il se solidifie. La croyance dans les pouvoirs des magnétiseurs a toujours existé. Pourquoi ont-ils autant de succès aujourd'hui? Ça a toujours existé. Ça existe aujourd'hui pour un certain nombre de raisons psychosociales, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, et les médecins sont le premier à regretter, ils n'ont pas le temps de discuter avec leurs clients. Ce que font, en revanche, les guérisseurs, ils prennent le temps de recevoir les gens, de discuter avec eux pendant des heures entières. Le médecin, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et les gens ont besoin de ce lien personnel. Ils ont besoin d'être écoutés. Et ça, les magnétiseurs, comme d'ailleurs les voyants, comme les homéopathes, d'ailleurs, prennent en général beaucoup plus de temps. Et ça, je dirais, ça nous interpelle, et ça interpelle les scientifiques et les médecins. Donc ça, je dirais que là, ils posent une bonne question. Hein, par leur existence même, par le fait que les gens ont tendance à y aller, et à continuer à y aller alors que la science n'a jamais été aussi avancée dans l'histoire, et les gens continuent quand même à y aller, ça prouve qu'il y a un problème dans la science. Quatre jours plus tard, nous prenions des nouvelles de Paul-Éric Blanc-Rue, notre historien spécialiste des maisons hantées. Nous avions apporté avec nous le steak de notre expérience,
jusque-là abandonné à son triste sort. C'est à vous de donner la conclusion. Soit j'ai des pouvoirs vraiment extraordinaires, soit ce steak s'est desséché tout seul. Voilà. Alors, je crois que la meilleure réponse, c'est de le refaire soi-même, chez soi, dans des conditions normales. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait trop de chaleur, que ce soit une pièce bien ventilée. Et en l'espace de quelques jours, donc, on obtient ce merveilleux steak momifié. Il y a des mystères parfois un peu plus compliqués. Il faut une petite ruse pour réussir à s'en dépêtrer. C'est pas toujours très facile. Il faut parfois rester des nuits entières dans la maison, il faut parfois rester une semaine. Ça peut demander du temps. Une des premières maisons qui soit posée à moi, si je puis dire, c'était dans la région où j'habitais précédemment, c'était à Cirque-les-Bains. Et donc, qui a donné lieu à un déferlement médiatique dans le monde entier. Enfin, il y avait des correspondants de New York qui étaient venus parce qu'il y avait sur le mur d'une maison une figure christique qui s'était imprimée. Et donc, immédiatement, c'était un appel du Christ ou un appel des extraterrestres. Et donc, les commerçants ont commencé à repeindre cette figure sur les petites assiettes, sur les autocollants, sur On l'a fait venir du monde. Enfin, il y avait des foules. La presse locale, la presse mondiale s'est emparée de l'affaire. En réalité, c'était une baignoire qui fuyait. La personne en question avait ramené une grosse carpe de la pêche, elle l'avait mis dans la baignoire et ça avait fui des deux côtés, donc ça faisait une espèce de chevelure comme ça. Et puis après, ça s'était réuni, ça faisait une barbe. On est porté à voir ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît par les films, par la culture, aujourd'hui par la science-fiction, par les bandes dessinées, ce sont des ovnis. Donc on a tendance à voir des ovnis. Au Moyen-Âge, on voyait des lances, des couteaux. On voyait le cœur du Christ, on voyait la croix dans le ciel. Aujourd'hui, on voit autre chose. La société a changé, donc nos croyances et nos visions ont changé aussi. Les balances, la planète Vénus favorise des projets à deux. Vous avez aujourd'hui la chance de votre vie. Poisson, côté finance, il est question de peser le pour et le contre, de ne pas céder à n'importe quelle tentation. Les Capricornes, la lune est chez vous. Ça veut dire que vous pouvez négocier des affaires et réussir quelques échanges par vos contacts fructueux. Vos amours et vos projets, tout marche très fort. Je vous souhaite une belle journée. Daniel Bois, chercheur au CEVIPOF, est depuis 20 ans l'observateur privilégié des croyances des Français aux parasciences. Il nous dresse un curieux portrait robot de la France du paranormal. Il y a beaucoup de gens qui croient à une chose, deux choses, trois choses. Tantôt les caractères expliqués par les planètes, tantôt les prédictions que font les voyants, tantôt autre chose, la transmission de pensée, qui est très fréquente, ou après tout les guérisseurs. Bon. Donc la première surprise, c'est ça. On vit dans une société moderne, industrielle, tout ce que vous voulez, de niveau d'études élevé, tout ce que vous voulez, où il y a plein de gens qui croient à ça. Donc ça, il faut bien se mettre ça dans la tête d'abord. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est que je partais, comme on part souvent, d'un modèle qui était ce qu'on peut appeler le modèle pédagogique, ou le modèle rationaliste, ou le modèle positiviste, qui consistait à dire, au fond, les gens qui croient à ça, sont les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de niveau d'études. Au fond, ce sont des vieilles croyances. Ben ça, c'est un modèle qui est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas vrai. La réalité est tout autre, c'est que ces croyances, elles sont partout, y compris peut-être dans le bocage normand, chez les paysans qui craignent qu'on envoûte leur entreprise, leur ferme et que leurs vaches meurent, etc., à cause d'un sorcier. Oui, sûrement, ça continue à exister. Mais aussi chez le petit entrepreneur, qui a peur que son concurrent le domine, chez telle personne dont le niveau d'éducation est loin d'être négligeable, etc., etc. Comment est-ce que je peux vivre dans un monde qui est totalement imprévisible? C'est-à-dire où demain, il peut m'arriver n'importe quoi, ou n'importe quel événement chaotique peut m'arriver. C'est psychologiquement pas vivable. Donc, je vais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Il y a plein de manières de mettre de l'ordre. La religion était une bonne manière, techniquement, de mettre de l'ordre là-dedans. Puisque ça vous disait, le monde, il est tel qu'il a été créé par quelqu'un, ou par plusieurs, et puis il va s'y passer telle chose, et toi, tu y joues tel rôle dans ce monde. Et puis il y a le monde des parasciences qui dit, tu as rencontré telle personne parce qu'il y a eu entre vous deux un échange qui dépasse ce qu'on peut mesurer par la science, mais il s'est passé quelque chose entre vous deux esprits. Il remet de la cause, le truc grince, pas par une cause physique non identifiable, mais parce qu'il y a une cause qui est un esprit qui est enfermé dans le mur, la poutre ou ce qu'elle... Il remet de l'ordre. Yves Lignon, après nous avoir présenté un guérisseur, une voyante, nous conseille de rencontrer Angélique Autreux,
une jeune femme qui se passionne pour la transcommunication, c'est-à-dire la capacité qu'auraient les morts de nous envoyer des messages de l'au-delà. Le discours des transcommunicateurs consiste à nous dire, voyez, après la mort, il y a quelque chose. La preuve, c'est que les morts reviennent parler et qu'on peut les enregistrer. Commençons par étudier, mais par étudier vraiment, scientifiquement, c'est-à-dire d'ailleurs sans a priori, ces fameux enregistrements. Moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de comprendre, quoi. C'est vrai que quand vous mettez un micro dans une pièce et une cassette ou un mini-disque qui tourne ou un ordinateur pour certaines personnes et qu'à la réécoute, on obtient des choses, c'est quand même assez fabuleux, quoi. C'est même dérangeant, je dirais. Admettons que ce soit le cerveau qui soit capable de faire ça. Vous imaginez, ça vaut le coup d'essayer de savoir, quoi. Parce que si c'est nous qui sommes capables de faire ça, on a, a priori, en imaginant un futur très très loin, on peut imaginer que l'être humain sera capable en fait d'imprimer directement une idée créatrice ou quelque chose comme ça sur une bande son, peut-être une image, quoi. Voilà. Donc ça permet de nettoyer un petit peu le signal. Alors qu'est-ce que vous entendez ? Bah là je sais que c'est, mais je l'entends aussi, j'entends continue s'il te plaît. Et elle l'a mis 3 fois à chaque fois la personne. C'est pas moi qui ai fait le montage, elle l'a mis 3 fois. Alors je sais pas si vous entendez ça aussi. Pour l'instant, très franchement, non. C'est peut-être une question d'habitude. Vous pouvez nous le faire réécouter ? Oui, oui. On peut très facilement exploiter la détresse en disant « nous allons évoquer devant vous votre fils, votre mère qui est décédé ». D'ailleurs, en l'occurrence, ça n'est pas nouveau. On fait ça depuis au moins 1 siècle. Mais les escrocs s'adaptent aux technologies modernes. C'est-à-dire avant, il y avait le spiritisme. Bien sûr, mais il y a eu depuis 150 ans des dizaines d'escrocs qui ont prétendu évoquer des personnes décédées et qui ont prétendu provoquer des manifestations de personnes décédées. Dans l'état d'esprit des escrocs, rien n'a changé. Dis-moi quelque chose, dis-moi si tu es bien là-bas. Dis-moi, maman, si tu es bien là-bas. Pouvez-vous dire un mot à Jeannette? Elle vous écoute. Elle vous embrasse. Si au début du siècle, peu de gens connaissent leur signe astral, aujourd'hui, personne n'y échappe et en général, on y est plutôt attaché. Je suis donc surpris quand Henri Brock me dit qu'il y a en réalité 13 constellations et donc 13 signes, et que pour les astronomes, je ne suis pas Capricorne, mais Sagittaire. Donc 29 décembre, la Terre est ici, donc on regarde le Soleil vu depuis la Terre, il suffit de suivre la flèche, occupe la position que vous voyez ici, je ne sais pas si vous lisez en macro, Sagittaire. Donc vous êtes né sous le signe de Sagittaire, ça veut dire à l'instant de votre naissance, la Terre occupait une position telle que le Soleil, vu depuis la Terre, eh bien, se trouve dans la constellation du Sagittaire, alors que les astrologues vous donnent Capricorne. Pour faire le point sur les étoiles rayon astrologie, nous avons fait appel à 2 experts. Daniel Kunt, astrophysicien au CNRS et l'un des fondateurs de la Nuit des Étoiles, et Suzel Fusobrecht, éminente biologiste à la retraite et astrologue convaincue. La science et l'astronomie ne parlent pas des gens. Ils parlent aux gens, éventuellement, mais ne parlent pas d'eux. Ils parlent du ciel comme un objet distant, comme un objet séparé. Alors que l'astrologie s'adresse à vous. Et ça, je crois que c'est quand même un effet qui est très important. Je crois que, quelles que soient les techniques, quelqu'un qui vous parle de vous, vous l'écoutez. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il a à me dire? Et vous êtes aussi martien? Mars allait se lever. Vous avez du tonus, hein? Vous n'avez rien de scientifique. Vous êtes plutôt dans les imaginatifs, les créatifs. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai plutôt envie d'être d'accord avec vous. Dans mon métier, c'est plutôt utile. L'horizon Est, je dis bien l'horizon Est, hein, ça s'appelle l'ascendant en astrologie, est bien dans le Capricorne, entre le Soleil et Mars. Vous êtes bien réfléchi. Ce que vous faites n'est pas foufou, hein, c'est du sérieux. Alors, ces étoiles elles-mêmes, quand on les regarde, vous savez, c'est un petit peu quand on lance des cailloux par terre, on pourrait imaginer des petits dessins, hein, tout le monde a fait ça. Bon.
C'est vrai que très vite, il y a les anciens, n'importe qui se rend compte que dans le ciel, les étoiles ne sont pas réparties n'importe comment. On a l'impression que ça décrit des choses. Et donc il y a eu constitution des constellations, probablement d'ailleurs pour se repérer dans le ciel. Les gens se sont dit, tiens, tu sais, les 4 étoiles qui ont l'air de ressembler à un cochon, là, bon, bah, toi, quand elles seront au-dessus de notre tête, on ira dîner, bon, quelque chose comme ça. Et alors, évidemment, beaucoup de gens ont dit, mais vous savez, les astrologues se sont trompés, il n'y a pas 12 constellations, il y en a 13. Oui, c'est vrai, mais on aurait pu en concevoir 20, ou 24, ou 3, ou 5, ou 10. Tout dépend de la manière dont on s'amuse à relier les étoiles entre elles. D'ailleurs, d'inégale longueur. En fait, il a fallu tronquer tout ça. Pour la commodité de nos mois, on a fabriqué 12 rectangles de largeur égale. Et évidemment, au passage, il y a une constellation qui est passée à l'as, la 13e, qui est la constellation du serpent, on ne parle pas parce qu'il n'y a pas 13 mois. On voit bien que l'astrologie et la réalité du ciel ne font pas bon ménage. Toutes ces planètes n'étaient connues des anciens que par leur mouvement. C'est ça qui les intriguait. Donc ils se sont simplement fondés sur leur vitesse de déplacement et sur leur brillance et leur couleur. Voilà. Avec ça, on ne peut pas aller très loin. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. C'était simplement des points lumineux, des points brillants. Il aurait été difficile d'imaginer leur dimension, leur distance, si c'était dur, chaud, froid, etc. Bon, par exemple, Mars. C'est très intéressant, Mars. Mars, c'est rouge. C'est vraiment une couleur qu'on peut observer, d'ailleurs, quotidiennement. Bon, le rouge, on voit très bien le lien qui pouvait être fait. On voit très bien le lien symbolique qui peut être fait à partir de la couleur, puisque couleur rouge peut être liée au sang, le sang, la guerre, et donc la guerre, la mort. Alors, on peut voir comment les scientifiques, eux, se comportent devant une situation comme ça. Ils voient cette couleur, ils se disent, nous, on n'essaie pas d'imaginer ce que cette planète va faire par rapport à nous, on essaie de comprendre ce qu'est la planète. Bon, on sait que cette planète tourne autour du Soleil, elle est rouge, on s'est dit rouge, ça veut dire oxydation, peut-être fer, effectivement. Fer oxydé, c'est une couleur rouge. Mais qui dit rouge, qui dit fer oxydé, qui dit oxydation, dit eau. S'il y a eau, il y a peut-être de la vie. Donc on arrive vraiment complètement à une situation différente. En quoi l'astrologie peut être scientifique? En quoi elle peut être scientifique? C'est pas une très bonne question, ça. Il y a deux façons d'aborder l'astrologie. C'est la façon tout à fait grand public de dire « je crois en l'astrologie » ou « je ne crois pas en l'astrologie », ce qui n'a aucun sens pour moi. On n'a pas à croire ou ne pas croire, on a à étudier et à voir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Or, l'astrologie, moi je l'ai étudiée depuis 1970, très en détail, en faisant marcher toutes les règles de l'astrologie, et j'ai découvert, en tant que scientifique, qu'un certain nombre de règles étaient tout à fait viables et qu'elles étaient susceptibles de pouvoir donner lieu à des études statistiques de corrélation. On voit qu'il y a un phénomène qui marche, qui fonctionne, qui est sérieusement établi au point de vue mathématique et statistique. Donc il faut chercher la nature du phénomène réel, scientifique. Les statistiques, c'est effectivement une approche extrêmement délicate. C'est un outil très difficile à manier parce qu'il y a énormément de biais possibles. Vous avez bien dû vous en apercevoir pour les élections présidentielles ou législatives. Il y a des barres d'erreur, des incertitudes, des méthodologies, des méthodes de correction, la manière dont on établit un échantillon. Toutes ces étapes sont nécessaires, sont difficiles et doivent être faites d'une manière neutre. Il ne faut pas vouloir trouver la réponse à tout prix. Alors vouloir trouver la réponse à tout prix, ça peut vous conduire à choisir un échantillon qui est, on appelle biaisé, qui contient déjà les éléments de la réponse que l'on veut obtenir. Voilà, il faut éviter ça. L'astrologie revendique aujourd'hui une place parmi les sciences en brandissant quelques études statistiques qui tendraient à prouver sa réalité. Ainsi, l'effet Mars, défini par Michel Gauquelin, aurait mis en évidence la corrélation entre la carrière des grands sportifs et la position de cette planète au moment de leur naissance. Des réplications, des controverses infinies depuis 30 ans se poursuivent sur cet effet Mars. Et finalement, ça a été repris sur un échantillon de 1000 athlètes par un comité d'experts. Et le dernier livre qui a été publié donc, en 1995, en accord avec Gauquelin, c'est-à-dire Gauquelin a eu les textes, il les a critiqués lui-même et finalement il s'est rangé au résultat.
eh bien, il n'y a pas d'effet notable. C'est-à-dire qu'on a montré que c'était parce que les dates étaient mal connues, parce que l'échantillonnage était mal fait, parce qu'il n'était pas assez représentatif. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais disons que ça existe. Et tout le monde peut consulter les textes, tout le monde peut prendre les chiffres, tout le monde peut refaire les calculs, tout le monde peut aller voir dans les dates de naissance, tout le monde peut vérifier les heures de naissance, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Oui. C'est extrêmement difficile. Là, c'est encore un exemple, si vous voulez, pour montrer comment la science a du mal à trouver des arguments et essayer d'expliquer les choses, parce qu'il faut prendre du temps. Si vous avez un Mars qui se lève, si vous n'êtes pas un grand sportif, vous pouvez avoir un Mars qui se lève, qui culmine. Mais vous aurez en tout cas de l'énergie. Vous aurez un fond d'audace et d'énergie qui ne fera pas de vous forcément un sportif. Mais vous aurez une possibilité énergétique forte. L'astrologie procède à l'aide d'un vocabulaire qui est une polysémie. C'est-à-dire que le même astre peut servir pour plusieurs concepts. Par exemple, Saturne, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'imbécilité. Oui. Donc à partir de là, vous pouvez toujours trouver un moyen. Il y a trop de paramètres pour une observable donnée. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit en langage scientifique. Chercher à connaître son avenir pour maîtriser son destin est depuis toujours une préoccupation humaine. Nous avons rencontré Yvonne de Siquet, responsable des collections Europe au Musée de l'Homme de Paris, et la très médiatique Maud Christen, star des voyantes hexagonales. Qu'est-ce que c'est la divination? Pourquoi toutes les sociétés, que ce soit européennes, que ce soit africaines, que ce soit des Inuits, ou peu importe, ils ont toujours envisagé l'avenir par un médium, un intermédiaire entre eux, le Dieu, la nature. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une civilisation, il n'y a pas une culture qui a échappé à ces pièges de ses propres doutes. On pose une partie de la question vitale, où allons-nous? Et d'ici à une fin qui est quand même parfaitement connue, parce que personne n'a échappé à la mort, comment on peut mieux exploiter le temps? Je pense que c'est une question qu'on se le pose tous, soit de façon rationnelle, soit d'une façon irrationnelle. Et moi, personnellement, j'ai vu de séances des magies et des divinations dans la forêt de Saint-Germain, autour d'un grand chêne. Vous savez, c'est comme ça la réalité de la vie. En même temps qu'on profite des avancées les plus étonnantes de la science, en même temps qu'on va aux étoiles et qu'on sait que la Lune n'est pas un endroit magique, puisqu'on l'a foulé, puisqu'on y va, puisqu'on connaît de quoi il est constitué, ainsi de suite, on cherche toujours l'extraordinaire comme pôle d'attraction. Je pense qu'il faut imaginer quand même toute la divination et toute l'action politique comme une manipulation des gens au pouvoir et une manipulation du peuple pour le convaincre sur le bien fondé ou mal fondé de leurs décisions, parce que souvent c'est plus crédible quand c'était Dieu qui le commande que quand c'est un homme qui le commande. Et par ailleurs, on connaît très bien des exemples en France ou ailleurs où le pouvoir même de nos jours usait et abusait de la divination, que ce soit l'astrologie ou que ce soit des prédictions autres. Parce que vraisemblablement, c'est plus facile de partager ses décisions, ses propres décisions, avec des forces inconnues que de prendre la décision soi-même. J'ai affaire à des dirigeants d'entreprises, qui sont des gens qui ont énormément de pouvoir. J'ai affaire à des hommes politiques aussi. J'ai affaire à des hommes d'État. J'ai jamais eu l'impression qu'ils m'utilisaient de manière à s'autoriser je ne sais quelle rupture de contrat moral avec eux-mêmes, non. Ce sont eux qui nous utilisent le mieux. Parce qu'une fois de plus, ils ont la distance, ils ont le discernement, ils ont leur libre arbitre. J'aimerais qu'on parle de la place de la femme, qui est très importante. Écoutez, d'abord parce que la femme, c'est du même genre que la terre-mère, donc elle est supposée d'avoir été l'héritière du pouvoir de la terre-mère, qui était Gaïa, qui était personnifiée. Donc c'était une mère, en fait, la mère de tout le monde, en fait. Et après,
Parce que les femmes exclues du pouvoir, exclues du rationalisme, exclues des arts, exclues de l'expression, avec quelques petites fenêtres, petites sorties à travers l'histoire, elles se sont beaucoup plus concentrées sur l'occultisme et tout ça qui était magique, parce que c'était une façon d'exercer le pouvoir. C'est la Pythie à Delphes, c'est la Vestale à Rome, c'est les grandes divineresses du monde celte, c'était les femmes prêtresses d'Allemagne. Moi, j'en ai vu des chamans actuels de l'Asie centrale qui ont leur bureau côte à côte avec le médecin ou la femme médecin du coin. Et les patients passent de l'un à l'autre indifféremment et les deux acceptent la coexistence ou partager les mêmes espaces avec l'autre. Parce que l'un, le chaman touche aux questions d'âme, aux questions de ce que nous appelons la thérapie globale, les médecins feront des piqûres d'antibiotiques. Et ça va être une vraie galère, ce truc-là. Mais non, mais attendez, et à la fois c'est génial parce que tout est désorganisé. Faut courir dans tous les sens. Enfin, c'est une espèce de panique. Et là-dedans, dans le feu de l'action, en fait, ce qui vous donne confiance en vous, c'est quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix que de foncer. Au plus les phrases sont banales, en quelque sorte, au plus les gens vont reconnaître ces phrases comme s'appliquant directement à eux. Si je vous dis « vous êtes fort », eh bien c'est sûr, vous allez accepter cette phrase. Pourquoi? Parce que vous allez entendre autre chose. Vous allez dire « tiens, c'est vrai, il a raison, je suis fort en mathématiques ». Vous allez dire « tiens, c'est vrai, il a raison, je suis fort en journalisme. Tiens, c'est vrai, je suis fort en gymnastique ». Chacun va y mettre les circonstances qui vont rendre cette phrase vraie. Ça, c'est l'effet puits. C'est un des principes de base de l'horoscope, par exemple. C'est de faire des phrases passe-partout. Et au plus les phrases sont passe-partout, au plus les gens vont se reconnaître dans ces phrases-là. On m'avait demandé de venir démystifier un petit peu, en quelque sorte, parler de pseudosciences, tout ça. Et alors, j'ai demandé aux étudiants de marquer leur date de naissance, précise, si possible, s'ils connaissaient l'heure, et d'écrire à la main le thème de leur dernier rêve. Comme ça, j'ai joué un peu sur tous les tableaux. Date de naissance précise, ils ont pensé astrologie. Le thème de le dernier rêve, ils ont pensé l'oniromancie, l'interprétation des rêves, et puis d'écrire à la main, ils ont dit peut-être il va faire un peu de graphologie. Et 15 jours plus tard, je suis revenu, et j'ai donné à chaque étudiant une description de son caractère, une description personnalisée. Donc les étudiants ont lu la description de leur caractère, et puis in fine, il y avait une petite échelle, je leur demandais de cocher sur une échelle, est-ce que cette description correspond bien à votre caractère, moyen, pas du tout, etc. Donc ils ont coché. Donc une fois que tout ça s'était fait, il y a eu près de 70% des étudiants qui ont trouvé que la description que je leur avais donnée correspondait bien à leur caractère. Près de 70% des étudiants. À ce moment-là, j'ai demandé à une étudiante de se lever et je lui ai demandé de lire le texte de son caractère qu'elle a vu. Elle a lu le texte et les étudiants se sont rendus compte qu'ils avaient tous, à la virgule près, exactement le même texte. J'avais simplement mis au masculin ou au féminin, suivant si ça s'adressait évidemment à un étudiant ou à une étudiante. Ils avaient tous le même texte. Il n'empêche que majoritairement, à 70%, ils s'étaient reconnus dans ces phrases. Ça, c'est l'effet puits. J'ai assisté à des séances des gens, où des femmes ou des hommes lisaient l'avenir à travers les cartes. Je me suis bien rendu compte, parce que ce n'était pas moi j'assistais, donc j'avais tous les loisirs de suivre la question. Il y avait énormément de psychologie dans l'affaire. Vous savez, la personne qui faisait les jeux de cartes regardait avec une telle assiduité les commandeurs qu'il voyait bien dans la réflexion de la personne ou dans la mimique de la personne quelle était la bonne ou la mauvaise réponse. J'en ai vu aussi des tziganes faire ça, mais vous savez, avec une force de manipulation énorme. Dès qu'il y a une bienveillance quelconque par rapport à ce type de phénomène, les phénomènes se produisent. Vous savez, d'une manière qui n'est, je dirais, même pas scientifique, le nombre de journalistes, d'auteurs qui se sont amusés, qui ont envie d'aller enquêter là-dessus. Bon, au bout d'un moment, ils arrivent tous à la conclusion. Par exemple, vos confrères de presse féminine, par exemple, qui font des articles pour des journaux, des petits sujets de société. Ils arrivent toujours à rencontrer des gens qui les déboulonnent. Dès qu'il y a une vraie recherche, les phénomènes apparaissent, il n'y a pas de problème. Chiche. Nous avons décidé de prendre Maud Christine au mot et nous lui avons proposé de réaliser une expérience avec Yves Lignon. Mais pourquoi ne pas essayer de tester vos compétences avec un sceptique? La démonstration serait encore plus éclatante, non? Mais les sceptiques, ils ne font pas de travaux. Ils mettent en place des dispositifs qui sont des dispositifs d'évitement. Ils mettent en place, si vous voulez, une culture
Ils sont issus d'une culture scientifique profondément réactionnaire, dont le but, le dispositif, ne sert qu'à valider une représentation du monde qui, aujourd'hui, à cause de la physique quantique, est obsolète. C'est de l'idéologie, il n'y a pas de démarche scientifique là-dedans. Quelquefois, on a des médiums qui nous disent « Oui, mais vous avez des ondes négatives », un peu finalement ce qui revient à ça. Vous avez des ondes négatives, donc vous allez gêner l'expérience. Alors nous, on dit « Bon, d'accord, alors qu'est-ce que vous pouvez faire ?» La personne nous dit « Je me concentre un peu et je tords une cuillère, mais quand vous êtes là, vous êtes trop sceptique, ça me gêne. » Alors on pose la question, est-ce que votre fluide hypothétique, supposons qu'il existe, votre fluide psychokinétique, est-ce qu'il est arrêté par le verre? Alors on prend un écran de verre, on le met, il dit « Ah non, non, pas de problème, ça passe, ça peut traverser l'écran de verre. » Alors on fait une magnifique ampoule que je vous montre tout à l'heure, une petite ampoule en verre, à l'intérieur on met la cuillère, et on la scelle, on la fait sceller par le verrier ici à la faculté, des deux côtés. On la donne au médium, et on lui dit, vous allez où vous voulez, vous partez au pôle Nord, au Guatemala, vous mettez les pieds en l'air, vous faites ce que vous voulez, vous récitez les mantras, vous êtes tout seul, il n'y a pas de scientifique à côté, et puis vous tordez la cuillère, sans casser l'ampoule. Et vous nous ramenez, et ça serait une belle preuve. Bon, ben, il se trouve que la cuillère est toujours là et pas tordue dans l'ampoule. Contrairement à ce que les gens disent, on part vraiment avec un a priori favorable, c'est-à-dire on est ouvert. On a l'esprit ouvert. La seule différence, c'est qu'on dit on ne veut pas l'avoir trop ouvert, parce que sinon, le cerveau, il tombe. Hein. Quand M. Brock, par exemple, dit, je ne voudrais pas ne pas employer de terme exact, il dit j'ai reçu 50 personnes, tous ont échoué. C'est pas ça. C'est j'ai reçu 50 personnes, et lorsqu'ils ont vu le type de protocole que je proposais, ils ont préféré ne pas faire l'expérience. Le grand jour est arrivé. Yves Lignon, sa femme et un assesseur sont de la partie. L'expérience consiste pour Maude Christen à deviner le contenu de 10 enveloppes dans lesquelles Yves Lignon a glissé une photographie. Elle a sous les yeux la liste descriptive de ces dernières. Après chaque essai, on supprime du paquet la photo qu'elle a désignée. Merci. Il y a de la structure et de l'organisation dans cette photo, et à la fois une forme de plaisir. J'ai une sensation de promenade, une perspective graphique, un bien-être certain. Je voudrais ajouter c'est quotidien, parce que la sensation que j'ai, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quotidien, c'est sain. J'ai aussi la notion de partage et de plaisir, j'avais déjà mis plaisir. Un beau cadre naturel, je vois une lumière chaude, genre petit soleil de printemps. Bon, moi je mettrai le canal du Midi. Alors c'est votre dernier mot. Oui. Mettez le canal du Midi. Bon, alors, froid, calme, paix, une sensation de silence et d'idéal, une tranquillité propice à la réflexion, des cogitations intellectuelles, de la réserve, des opérations abstraites. Je peux penser à un ciel étoilé à l'infini, une retraite. Là, j'irai sur le jardin de Marie-Christine et d'Yves Lignon. Donc, pour le premier tirage, vous nous aviez dit la 2, c'est-à-dire l'écluse, et en fait, c'était le vélo. Bon, donc c'est faux. Pour le deuxième, vous nous aviez dit la fontaine de Nikit-Safal, et en fait, c'était les parents de Yves. Et vous allez voir pourquoi j'ai précisé tout à l'heure que je rebattais à chaque fois, c'est parce que certaines photos sont repassées plusieurs fois.
Non, mais c'est les commentaires Voilà. qui sont intéressants. Mais les commentaires sont très intéressants. Ah oui. Pour le troisième tirage, vous aviez dit la 3 d'Elf, c'était encore le vélo. Et oui, oui, puisque Non, Non, mais- non, mais après vous allez voir. Vous allez voir, parce qu'il y en a eu L'histoire. certains, quand on était derrière et qu'on a ouvert, on s'est dit vraiment... Si, le Alors, vélo, il joue un rôle. ensuite, pour le tirage suivant, vous nous aviez dit Agde, les bateaux de pêche, c'était encore le vélo. est-ce que on est tombé juste? Réponse non, jamais. Mais nous pourrions rétorquer, il y avait un objet sur la table qui était un ensemble d'enveloppes. Est-ce que chaque fois que vous vous êtes exprimé, vous avez parlé de l'une des photos? La réponse est oui. Donc ça fait 10 succès. La statistique, c'est assez limité. C'est des séchants. On le voit aujourd'hui. Oui, on le voit aujourd'hui. La statistique passe à côté des choses. C'est sans doute oublié un peu vite qu'Yves Lignon se déclarait intégristement statisticien. Quant à l'expérience, cher Maud Christène, nous sommes venus, nous avons vu, mais au final, nous ne sommes pas vraiment convaincus. Quand j'étais aux Indes, j'avais été très frappé du fait qu'on pouvait entendre chaque matin des tambours, des cloches, et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est. Ils m'ont dit c'est une secte qui, depuis des milliers d'années, ils font ce bruit pour que le soleil se lève. Et effectivement, depuis des milliers d'années, le soleil se levait après. Et comprendre que ce n'est pas un raisonnement scientifique, que c'est complètement débile, eh bien, je vous assure que je crois que la majorité des gens ne sont pas capables de comprendre ça. Quand ils tombent sur un truc qui marche comme ça, ils sonnent, le soleil arrive, vous ne leur ferez pas changer d'attitude. La pensée rationnelle n'est pas spontanée. C'est une construction, un exercice qui demande un travail continuel. Le paranormal, lui, est en fait une forme de pensée inhérente à l'homme. Pour combler le vide, faire face à l'inconnu ou créer du merveilleux dans le meilleur des cas. Remettre de l'ordre en fait, donner un sens à la vie.